Allez. Voilà, bonjour à tous. Donc s'il y en a qui veulent des boutures de fuchsia qui ne résistent pas au gel, donc il faut rentrer l'hiver, il y a moyen de prendre, c'est gratuit, sinon c'est pour le compost. Voilà, on va commencer comme d'habitude un peu avec les... Bien sûr, c'est la seule feuille que je n'ai pas sortie. Ah, ici, c'était la première feuille, bien sûr. Alors, ça commence ici. Donc un grand merci pour tous ceux qui nous montrent leur affection, leur intérêt pour les fraternités ouvrières. On a déjà reçu une série de dons aussi, donc pour compenser le fait qu'il faudra payer un loyer. Logiquement, ça va se signer ici dans les jours qui viennent. Maintenant, si vous faites un don, il faut bien préciser si ça doit inclure l'inscription pour l'année aussi ou pas. Sinon, ce qui est envoyé sans cette explication-là est considéré comme un don. Parce qu'après, s'il faut commencer à rechercher qui est-ce qui a fait un don, etc., c'est compliqué. Mais si c'est marqué, donc, sur votre virement, sur votre mail que vous envoyez éventuellement, Monique, tout de suite, elle encode alors et elle vous met dans les membres. N'oubliez pas alors de mettre bien votre nom, parce que si c'est une adresse mail C4859, on ne sait pas qui c'est. Hein. Donc à côté, alors mettre un petit mot avec votre nom, votre adresse et éventuellement votre numéro de téléphone. Il faut savoir aussi qu'il y a une page Facebook qu'on remet, qu'on relance là. Ici, il y a quelqu'un qui a mis des photos. Évitez, disons que le Facebook, logiquement, c'est adressé à la personne à qui on écrit, donc dans nos amis, mais les amis peuvent passer ça à d'autres amis. Donc là, pour la confidentialité de votre adresse ou tous vos données, à ce moment-là, c'est plus compliqué. Pour ça, je pense que c'est peut-être mieux de passer par des mails, ça c'est personnel, et on ne va pas mettre les adresses mail de tous ceux qui reçoivent au-dessus. Hein. Donc on va masquer ça. Voilà. Donc ça c'est une nouveauté. Nous on est perdus. Je pense que Gilbert aurait été vraiment dépassé de chez dépassé. Voilà. Pour la commande de fourniture, c'est le dernier jour. Donc celui qui ne l'a pas encore fait, c'est aujourd'hui. Ceux qui sont à distance, malheureusement, c'est trop tard. Donc avec paiement bien sûr, et venir chercher le 21 octobre absolument entre 9h30 et 11h30. Et si vous ne savez pas venir, il faut envoyer quelqu'un à votre place pour venir chercher. Nous, on ne sait pas stocker, ça ne se fait pas ici, c'est à la ferme Saint-Acker comme chaque année. Et là-bas, ça va prendre des pieds. Hein. S'il y a des sacs qui restent là, ils vont prendre des pieds et ils ne vont pas rentrer chez vous. Ils vont partir ailleurs. Donc, voilà. Alors, le groupe de jardin ornemental, on a effectué une visite chez Carlos Takis et c'est vraiment quelque chose à recommander. Carlos Takis, c'est un jardin jungle. En fait, c'est une personne qui fait la chasse aux plantes dans tous les contrées, partout. Et qui essaye d'adapter ces choses-là par ici. Donc, c'est en Seine-Maritime en France, donc c'est quand même un petit bout d'ici, il faut compter 2-3 heures. C'est près de Tréport, juste à côté de Tréport. Donc, vous avez été jusque-là? Oui, on a été jusque-là. On n'est pas fainéants, nous, on se lève tôt et on rentre très tard. Donc, voilà. Bon, ça a un coût quand même. Hein. Il demande, si vous voulez une visite guidée, et c'est ça qui est intéressant. Il demande qu'il y a minimum 5 personnes et c'est 10 € par personne. Donc là, il faut essayer de groupir alors et de trouver l'un ou l'autre. Sinon, je trouve ça quand même cher. 10 €, bon, c'est déjà pas bon marché, mais
On a acheté, entre autres, ils ne vendent pas beaucoup, hein. C'est pas vraiment un vendeur. Il y avait quand même quelques trucs là, des choses qu'on trouvera pas ailleurs, hein. Par exemple du gingembre qui ne gèle pas, donc il peut rester au jardin. Pour nous, c'était intéressant. Les autres, c'est plus ornemental. C'est moins des choses. Il n'est pas du tout spécialisé à ce qui se mange. Mais bon, vous voyez sûrement pas, mais c'est quelque chose. Il y a des bananiers, il y a un peu de toutes sortes de choses. Vous pouvez regarder la petite feuille tout à l'heure, après la réunion, si vous voulez. Mais si vous êtes dans ce coin-là, ça vaut le coup. Et surtout les explications. Il travaille tout à fait comme un peu dans notre esprit de la permaculture. C'est un petit peu aussi tout pêle-mêle et il est intéressant à écouter. Il parle facilement, il est un peu rigolo et il a des visions quand même aussi bien dans notre sens, quoi. Par exemple, il dit ici, le long des chemins, je n'enlève pas les orties et les ronces qui poussent. Comme ça évite que, lui disait les Hollandais en short, qui passent à travers tout. Hein, donc, c'est sa façon de faire. C'est du vécu, ça. Oui, c'est du vécu. C'est du vécu. Bon, des Hollandais, ça peut être des Belges ou des Français. Ça dépend à quel public sûrement qui s'adresse. Voilà, donc on a visité aussi le reflet de jardin, ça c'est à Pénin, en France, ça c'est plus près de par ici, c'est quelqu'un de 2 personnes, mais bon pour l'instant la dame est un petit peu haute parce qu'elle s'est fracturée, je ne sais pas trop quoi. Et donc c'est un jardin qui se fait à 4 mains, comme on dit, donc 2 personnes qui s'occupent du jardin et à peu près 2000 plantes différentes, beaucoup d'arbres, beaucoup d'arbustes. Beaucoup de rhododendrons, hydrangeas, rosiers, et tout ce qui s'ensuit. Voilà, ça vaut le coup aussi. Je laisse aussi regarder si ça vous intéresse éventuellement. Voilà. Prochaine réunion le 10 novembre. Donc ici, de 6 heures, on va dire à 8 heures, hein, parce que 7h30, ça devient rarement atteint. Réunion fleur. Réunion fleur. Donc, officiellement 19h30, mais celui qui ne s'est pas arrivé à l'heure ou qui doit partir plus tôt, on ne va pas l'empêcher. Hein. Donc voilà. Après ça, il y a une visite de jardin. Avant ça encore, donc le 28 octobre. Là, on va à Croix. Croix, c'est ici dans le nord de la France. Là, on a de la chance d'avoir quelqu'un des membres ici qui va nous guider dans le parc du château. On va visiter aussi une bambouserie tout près. Peut-être éventuellement, il y a un bois là qui pourrait être intéressant, mais ça on verra vis-à-vis du temps qu'on dispose et le temps qu'on met pour les autres affaires. On peut manger sur place. Et on visitera le château à l'intérieur, le rez-de-chaussée. Donc c'est un château qui appartient à la famille Mullier. Donc ils sont très connus ici dans le nord de la France. Et le parc est magnifique apparemment. Et dans le parc, celui qui va nous guider est apiculteur. Donc il va nous montrer aussi ce qu'il fait. Et il y aura certainement aussi quelqu'un, en principe c'est prévu, qui a des moutons et qui peut faire une petite démonstration avec ses moutons. Donc tout ça, on verra le jour venu. L'après-midi, donc on mange là, donc on demande d'avoir des chaussures de rechange, parce que l'intérieur du château, on le fera après qu'on a visité tous les contours. Qu'on ne rentre pas avec ses sales chaussures dans le château. Sinon, il a dit, celui qui n'a pas de chaussures de remplacement, il reste dehors. Ça, on peut comprendre. Hein. Si on est 10, 15, 20 à marcher avec ses chaussures pleines de boue, c'est embêtant. Prévoyez aussi un sac pour ne pas salir la voiture de l'autre qui nous l'emmène en voiture, quoi. Donc c'est toujours en covoiturage qu'on fait ça. L'après-midi, on visite une pépinière à Binche, la pépinière CC.
C'est une pépinière de la famille Choteau. Donc c'est aussi de génération en génération. Il y en a un qui est des gens qui tiennent ça, qui est spécialisé dans les érables, l'autre plus dans les hydrangeas, mais ils ont même des arbres fruitiers, ils ont un peu de tout dans leur jardinerie. Donc là aussi, en principe, on aura des explications. Voilà. Ça, c'est au niveau du groupe ornemental, fleurs. Pour celui qui a un peu de temps et qui a envie de donner un coup de main, on va faire l'inventaire des graines le lundi matin, le 9 octobre, entre 9h30 et midi. Et la même chose, si on n'a pas fini, si on est maintenant très nombreux et qu'on a fini le 9, ben on ne fera pas une deuxième fois. Mais sinon, c'est prévu aussi le 16, donc aussi un lundi matin, de 9h30 à midi. Ça consiste en quoi? Ça consiste à sortir chaque petite boîte, compter combien qu'il y en a dedans et noter combien qu'il en reste. Bon, aussi, en même temps, on va liquider ce qui n'est plus valable, etc. Donc tout ce travail-là. On le faisait le jeudi, mais c'est trop embêtant. Pendant que les gens ils sont occupés à chercher leurs semences, ils ne savent pas arriver, ou nous on ne sait pas arriver, et c'est fort embêtant. Avec le bruit aussi, hein, donc bruit. on communique les chiffres, mais voilà, c'est... C'est à quelle heure il y a ça? 9h? 9h30, jusqu'à peu près midi. Bon, encore une fois, si quelqu'un ne sait pas être là à 9h30, qui arrive à 10h, c'est pas grave. Voilà. Ben, en gros, je crois que les informations que moi je devais passer sont passées. Donc, logiquement, ici, dans le courant du mois d'octobre, on signera le contrat du bail pour 3 ans. Voilà. Donc, on devait attendre que la famille était prête, qu'ils avaient un petit peu dégagé, quoique ce n'est pas encore tout à fait fini non plus, mais dégager ce qui appartenait à Josine et Gilbert, avant de pouvoir vraiment dire qu'on avait accès total à la maison. Maintenant, cette année-ci, donc, je fais l'expérience de Dolic, et je pense qu'il y en a plusieurs qui l'ont fait aussi. Moi, j'en ai une pour l'instant qui fait 80 cm quand même, donc ça ressemble à un haricot grimpant. Et ça fait tous des longs fils. Il faut les manger avant qu'ils soient matures, sinon il faut les laisser pour faire des semences. Donc les 80 cm, ça c'est trop grand pour manger. Disons quand ils font 30-40 cm, c'est déjà bien, donc ça pend, ça devient assez volumineux, je dirais, quoique pas si fort que ça. Et alors, il y a tous ces haricots qui pendent. Moi, j'ai bien réussi en serre. Apparemment, dehors, c'est un peu plus compliqué. Ou bien, il faudra bien les mettre à une bonne orientation, qu'ils ont de la chaleur. Ici, il y en a 2-3 dans la serre à tomates. Là, donc, ils sont comme ça, c'est long, centimètres. c'est lent, je veux dire. C'est lent à pousser. Au début, c'est très lent. Moi, je désespérais aussi. Et une fois que ça commence après à donner des petites fleurs, c'est souvent une ou deux haricots l'un à côté de l'autre. Question de manger. Bon, c'est déjà joli, ça c'est déjà un, mais bon, ça suffit pas. Donc moi, je les cuis avec les haricots. Bon, quand j'en ai pas assez, je cuis avec les haricots. Je coupe pas en morceaux, mais dans l'assiette, alors, je fais un petit cercle avec. Et à l'intérieur, je garnis avec des autres légumes. Et ça donne bien. Au niveau du goût, ben, ça a un peu le goût de l'haricot. C'est un peu comme l'haricot. C'est surtout, si vous voulez produire beaucoup, ben, il faut mettre des haricots. Si vous voulez avoir un petit peu une spécialité, quelque chose de plus particulier, épater vos copains. Il faut mettre pas un peu le goût de l'asperge, parce que c'est un peu ça qui est dit. Un tout petit peu le goût d'asperge, bon. Asperge verte, peut-être. Maintenant, les goûts, c'est compliqué. Hein. Ça s'hybride? Comment? Ça s'hybride? Je crois pas, non. Comme les haricots non plus s'hybrident pas. Hein. Ils reviennent parfois à leur origine. C'est pour ça que les haricots bas
parfois ils montent quand même. Mais normalement, non, ça ne s'hybride pas. Voilà. Alors, cette année-ci, autre chose. Je ne connaissais pas du tout. Et j'ai fait connaissance de ça il y a 2 jours seulement, ou 3 jours. C'est des chayotes. Ah, j'ai déjà entendu parler. Il y en a beaucoup dans le sud, hein, la France. Ouais. Donc c'est possible parce que moi je les ai vus en Échin, qui est à 10 km d'ici. C'est très joli aussi, c'est un cucurbitacé, donc c'est de la famille des potirons, des courgettes. Et ça a d'ailleurs le goût de courgette. Et quand ils ne sont pas trop vieux, on sait tout manger, mais à l'intérieur il y a une grosse graine. Mais quand c'est tendre, on peut tout manger. On mange comme on peut manger cru, on peut manger cuit. Farci. On peut peut-être faire farci aussi. Et il me semble, je ne suis pas sûr, mais je n'étais pas encore là-dessus, que lundi j'en ai vu à Intermarché ici à Moucron. Ça se trouve de plus en plus apparemment sur les marchés. Ils disent un ancien légume, et comme c'est à la mode, donc les anciens légumes. J'ai parlé avec la dame que son mari les a cultivés. Et elle dit, ah si, moi je cuisine ça, elle fait des gratins, des choses ainsi. Ce qui est intéressant avec ce fruit-là, c'est pour celui qui fait des rétentions d'eau, qui a les jambes qui gonflent et tout ça. Apparemment, c'est quelque chose qui peut aider à diminuer cette tendance-là. On pourrait même manger les jeunes pousses, les feuilles et tout ça. Bon, maintenant, tout ça est à découvrir. En tout cas, pas les vieilles feuilles, parce que quand on touche, on sent que c'est assez dur comme ça et rugueux, un petit peu rugueux. Il existe plusieurs variétés aussi. Ça, c'est la verte. Il paraît que la jaune est beaucoup plus juteuse. Je pense que la verte est plus intéressante. Et il y en a aussi, ici, il y a quelques petites... il ne s'est pas rasé, quoi. Quelques petites épines, mais il y en a aussi qui existent épineux. Bon, je pense que ça, c'est le plus intéressant. Alors, si vous en trouvez à Intermarché et vous les essayez, à Intermarché et ailleurs, il faut les conserver, comme les pommes, les poires, à l'obscurité et au frais. Il y en a qui mettent aussi dans le fond du frigo, là, dans la petite, il ne faut pas que tout d'un coup ton frigo il gèle, sinon il va être foutu. Donc, et au mois de mars, on va prendre un grand pot de fleurs, parce que c'est gélif. Hein. On va prendre l'entièreté, donc il ne faut pas enlever la graine, l'entièreté. On va mettre sur du terreau et remplir le terreau à peu près jusqu'à moitié du fruit. Et il reste au-dessus. D'un côté, il va y avoir la tige qui va sortir, et l'autre côté, il va y avoir les racines. Et quand il n'y a plus de risque de geler, on peut les mettre au jardin. Il faut voir maintenant, en serre froide, je ne sais pas, parce que les cucurbitacées dans les serres, c'est souvent difficile d'avoir les fruits. En tout cas, là, j'ai vu dehors, et lui a fait comme une espèce de gloriette. Donc, il a installé des fils ou des tiges. Et alors, vous avez 40-50 fruits comme ça qui pendent un peu partout. C'est très joli. C'est des feuilles assez grandes qui ressemblent un peu aux feuilles de melon, mais plus découpées comme ça, mais à la taille quand même assez importante. C'est très joli, c'est original, en plus ça se mange. Ça s'appelle les Christophines. Christophine vient du nom de Christophe Colomb qui les a ramenés par ici. Alors, à La Réunion, on les appelle les chouchous, parce que c'est surtout dans ces îles-là qu'on les utilise. À Madagascar, on dit chouchoute, et en Polynésie française, on dit encore mirliton, en Haïti aussi. Ah non, c'est chouchoute aussi en Polynésie française, et c'est à Haïti qu'ils les appellent mirliton. Il faut de la chaleur quand même pour ça, non? Là, ça pousse tout seul. C'est comme un gros cru, je vais dire. Là-bas? Non, ici, Ouais. ce que j'ai vu hier, là, c'est magnifique. Ça vaut le coup. C'est à l'extérieur.
mais planté à l'intérieur jusqu'à la deuxième partie du mois de mai, qu'il n'y a plus de risque de geler, et puis dehors. Alors aussi quand ça pousse trop vite, lui il coupe un bout, et pour savoir maintenir ça à taille raisonnable avant d'aller le mettre au jardin. Ignace. Oui. Et on va le laisser en pot ou on va le mettre en pleine Ah terre? non, non, Ah oui, après, on dépote et on plante en pleine terre. On pourrait essayer de mettre dans des grands pots de fleurs, mais bon, à ce moment-là, il faut toujours arroser aussi. Hein. Donc voilà, bon, vous regardez sur Internet, vous allez trouver toutes les, même des petits résumés filmés et tout ça, sur la Christophine. Voilà. Et bon, on trouve même comment les cuisiner, tout ça, on sait tout trouver. Voilà. J'ai demandé pour en avoir 2, 3 encore, et on va peut-être aussi essayer ici de voir ce que ça donne. C'est pas aussi, même si on a un vieil arbre, on peut le laisser pousser dedans aussi. Et ce n'est pas envahissant comme la vigne ou le kiwi, que lui est permanent. Ceci, c'est annuel. Donc si on estime que bon, ça pourrait nuire à l'arbre, ben, on ne met plus l'année d'après, quoi. Mais on peut essayer, on peut installer un fil, on peut mettre sur un grillage, on fait un peu comme on a envie de faire, quoi. Voilà, les petits oignons sont arrivés, l'ail aussi, il y a encore un tout petit peu d'ail des éléphants, ça diminue, il y en a peut-être encore qui vont en ramener, ça je ne sais pas, on verra. L'ail des éléphants a vraiment eu du succès, hein. Donc il y en a beaucoup qui est parti. Et je trouve que c'est si intéressant, parce que vous avez vraiment des gros cailleux là, qui conservent. L'ail n'est pas attaqué par rien, ça se plante maintenant, hein, au mois d'octobre. Et vous allez avoir comme un gros poireau pendant l'hiver déjà. Après ça va encore monter un petit peu, ça va faire la belle grande fleur comme il y en a une là-bas. Là c'est plus que la fleur famille, hein, mais séchée. Voilà, donc ça c'est le moment. C'est le moment de planter les petits oignons, éventuellement en serre ou en pleine terre. Donc ça c'est l'ail des éléphants. Mais bon, les cailleux ont été grignotés, hein. Mais c'est ça la plante en total. Maintenant j'ai lu sur Internet que quand on laisse les fleurs, parfois on n'a qu'un gros bulbe dans le bas. Quand on coupe les fleurs, il y en a 3, 4, mais nous on laisse les fleurs et on a quand même 3, 4. Mais ça peut arriver que parfois il n'y a qu'un gros. Moi j'en ai aussi qu'il n'y a qu'un gros et qu'il n'y a pas de cailleux autour. Je pense que c'est parfois lorsqu'on démarre avec un caillou beaucoup plus petit. Peut-être. Ça peut, qu'il y a que un. Moi, à mon avis, on peut laisser la fleur. En plus, elle est très attirée. Elle attire très fort les abeilles, les bourdons et tout ça. Donc, elle est très intéressante au jardin esthétiquement et pour la biodiversité. Je vais donner le micro à côté, hein, parce que... Ça se récolte quand? Ça se récolte quand c'est mort, comme les ails. C'est souvent mi-août. Mi-août, oui. Fin août, j'allais dire. Un peu plus tard que l'autre ail. Ouais. Des belles fleurs mauves. Les fleurs mauves, oui. Ouais. Très jolies. C'est très mellifère. Très mellifères. Et on dit toujours que les graines ne sont pas fertiles. Bon, donc ça veut dire, si vous n'en avez pas beaucoup, il faut absolument garder en réserve pour l'année d'après. Et ils peuvent même rester sur place, hein. On n'est même pas obligé d'enlever. Si on n'enlève pas, on ne sait pas en manger non plus. Mais bon, on en laisse une partie où chacun fait comme il Et veut. c'est moins fort que l'ail. C'est moins fort. C'est plus doux. C'est plus doux, mais c'est beaucoup plus facile dans la cuisine, parce que vous avez, même parfois, il faut qu'un demi-cailleux pour assaisonner du haché ou je ne sais pas quoi. Et souvent, lorsqu'on a les quelques gros cailleux, et en dessous, ou pourtour, il y a parfois des tout petits cailleux qui nous échappent d'ailleurs et qui restent dans le sol. Et souvent, c'est comme ça qu'on a à nouveau des nouvelles pousses. Ils mettront 2 ans avant d'avoir des gros cailleux. Et ça se reproduit comme ça aussi. Avec ces petits cailleux,
Ils mettront au moins 2 ans ouais, pour ils mettent avoir un une année de plus. résultat. Ouais.